PEA qui reprend des couleurs actuellement avec un peu plus de 3%, vous verrez ça à la fin de la vidéo, et des marchés qui semblent plutôt osciller. Alors on va pas non plus trop s'enflammer parce qu'il y a eu une petite baisse quand même vendredi, mais quand même on a eu 4 séances de hausse et ça c'est plutôt très positif. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 158, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Allez, c'est parti! Et comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau du CAC 40, donc la performance actuellement du CAC 40 depuis le début de l'année est de plus 1,16%. Il est actuellement à 7630,95 points, donc on a plutôt repris un peu de hauteur. Alors tout n'est pas encore gagné, hein, on le verra dans le graphique, mais malgré tout c'est quand même assez positif. Au niveau du 440 GR, donc le 440 dividende réinvesti, nous sommes à 4,16%, et au niveau du SBF 120, 0,94%. Donc on voit que les trois indices sont positifs. Je vous remercie pour la dernière vidéo où je vous avais demandé de mettre dans les commentaires 440 GR. Donc vous avez pour la plupart assez joué le jeu. Donc vraiment je vous en remercie. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de questions à me poser, si vous en avez, n'oubliez pas que j'ai remis le question-réponse. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Mais si vous n'avez pas de questions à poser, je vous propose de mettre dans les commentaires SBF 120. Au niveau du graphique, donc, on voit qu'on est reparti sur une bougie verte. Hein, vous pouvez la voir là au niveau de la résistance en rouge. Elle tape la résistance en rouge, ça latéralise. On devrait avoir peut-être un petit retracement sur la moyenne mobile 20 périodes qui est à 7488,09 points. On a une moyenne mobile 50 périodes à 6678,61 points. Là, il va falloir qu'on casse cette résistance, qu'on passe au-dessus en clôture, et on pourrait se rediriger vers les 8000 points, pourquoi pas. Pour le moment, comme je vous ai dit, hein, rien n'est encore gagné. On voit que ça a testé. On n'a pas encore passé cette résistance. Il faut passer cette résistance de long terme, et on reprendra, pourquoi pas, une marche, comme je vous ai dit, vers les 8000 points. Ce qui est tout à fait possible, hein, puisque les choses ont l'air de plutôt bien se passer en ce moment. On n'a pas de situation géopolitique qui s'est détériorée, donc pourquoi pas repasser cette petite barre, cette petite résistance là qui nous bloque. On verra ça sans doute dans la semaine prochaine, ou oui, sur semaine prochaine je pense qu'on devrait quand même avoir des indicateurs, donc ça sera à surveiller. Au niveau de la variation hebdomadaire du 440, donc plus 0,71% sur la semaine. On a en grosse performance dans les performances de la semaine, on a Danone, plus 3,26, Crédit Agricole, plus 3,21, Dassault Systèmes, plus 3,01. Et au niveau des baisses, on a Hermès à moins 1,18, Airbus à moins 1,41 et Téléperformance à moins 6,34. Donc Téléperformance c'est toujours en grosse difficulté, ils font un peu le yo-yo en ce moment. Elle repasse la barre des 100 euros, elle redescend en dessous des 100 euros. C'est assez compliqué, hein. Tout est lié au fait qu'ils ne savent pas trop qui va gérer le bateau Téléperformance. Et donc du coup, ça les marchés n'aiment pas, l'incertitude. Et donc du coup, elle est plutôt sanctionnée. Sinon, au niveau des bonnes nouvelles, hein, on a quand même eu la bonne nouvelle, et on en reviendra tout à l'heure, sur la Chine, qui abandonne son idée de surtaxer les produits qui arrivent d'Europe, et notamment tout ce qui est spiritueux et luxe. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Après, on verra ce qu'il va y avoir comme contrepartie. Au niveau de la voiture électrique, on en a déjà parlé, et là, ça pourrait chauffer un peu plus pour les constructeurs de voitures. Au niveau des indices, donc on a l'Eurostoxx 600 à plus 1,34,
On a le SP500 à plus 0,24%, le Nikkei à plus 0,74%, pardon, le Gold à moins 0,55%, le Brent à moins 3,29% et la paire euro-dollar à moins 1,24%. Comme d'habitude, on va regarder donc mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. N'hésitez pas dès maintenant à me mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez, ça vous coûte rien du tout, donc et moi ça peut me permettre d'être beaucoup plus visible. En ce moment, je vous le cache pas, c'est un petit peu plus difficile de faire toutes les vidéos, hein. Je commence un peu à m'épuiser, et donc j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez, donc je compte sur vous pour vraiment booster cette vidéo et la mettre un peu plus en avant, notamment dû au fait que la dernière vidéo PEA que je vous ai fait il y a 15 jours a bien moins marché que les autres, hein. On était en dessous des 900 vues, et donc ça me met un petit coup quand même, donc j'espère que celle-là fera plus de 1000 vues et que vous allez vraiment partager, interagir, mettre des commentaires, des likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et n'hésitez pas à la partager à un maximum de monde. Allez, on y va. Donc au niveau d'Euronext, on a toujours nos 2 étoiles hein, sur ce dossier, avec un dividende versé de 2,48 € par action. C'est plutôt une action que j'aime bien, hein, vous le savez, même si j'ai vendu 10 actions. C'est une action que je n'hésiterai pas à reprendre lorsque l'occasion se présentera. Au niveau de sa marge nette, on est au-dessus des 35%, on a un PER 2024 à 11,9 fois les bénéfices et un rendement à 4,17% annoncé. Actuellement, donc j'ai 30 actions, j'ai un PRU à 77,01, ma plus-value latente est de 25,43%. Au niveau de Euronext, donc sur la dernière journée de vendredi, elle a fait moins 0,05%. Sur la semaine, plus 1,36. Sur un mois, 2,28. Et sur 3 mois, 8,85%. Et si on va même à 6 mois, plus 13,31%. C'est plutôt pas mal du tout. Et je pense que Euronext, au vu du peu de personnes qui sont encore investies en bourse, et notamment si on ne prend que la France, hein, la France représente aujourd'hui, on doit être entre 10 et 15% de personnes qui sont investies en bourse, donc c'est vraiment très peu, il y a encore une marge énorme. Les nouveaux courtiers qui arrivent, la possibilité du PEA, tout ça devrait, et aussi évidemment la situation de la retraite, puisque je ne crois plus trop à la retraite pour mes années futures, donc je prévois aussi ma retraite par rapport à ça. Donc vraiment je pense que Euronext a des belles perspectives et pourra encore performer dans les années à venir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes vous investi en bourse ou pas, et si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas sur la bourse? Est-ce que vous êtes investi dans d'autres domaines, peut-être l'immobilier, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque la bourse et voilà, donc ça m'intéresserait de le savoir, donc n'hésitez pas à m'en parler. Au niveau du graphique, donc nous sommes bien au-dessus du support en vert, là, vous voyez, hein, ça a touché avec la mèche. Actuellement on est à 76,60, ça se comporte plutôt pas mal. On a toujours la moyenne mobile 20 périodes qui est en dessous, donc moyenne mobile 20 périodes à 74,91, moyenne mobile 50 périodes à 77,20. Donc on a toujours une différence entre la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes. Je vous rappelle qu'en principe, on doit avoir la moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Malgré tout, ça n'empêche pas le titre de continuer à monter hein, depuis quelques mois. Donc c'est plutôt bien. Pour le moment, il n'y a rien à dire sur Euronext. Si ce n'est que j'attends un retracement pour pouvoir reprendre un peu, peut-être aux alentours des 77 si jamais on revenait sur la moyenne mobile 20 périodes. 50 périodes, pardon. Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard a repris un petit peu aussi de l'élan hein, lié à cette histoire avec la Chine. Hein. Donc Pernod Ricard versait un dividende de 4,70 € l'année dernière, plus 14%. Donc elle verse son dividende en 2 fois. On a une marge nette aux alentours des 20%, donc il devrait sans doute baisser un petit peu là sur l'année 2024. Lié, comme je vous ai dit, au fait que la Chine bloquait les produits spiritueux. Mais comme là, ça a l'air de se décoincer un petit peu, attention, hein, je dis un petit peu parce que les choses ne sont pas encore complètement définies.
mais en tout cas la Chine fait un pas vers l'Europe par rapport à ça. Ils vont enlever les surtaxes sur les produits spiritueux et de luxe, donc ça devrait logiquement faire repartir ces secteurs et pourquoi pas revenir à des prix un peu plus forts et un peu plus sympas pour mon portefeuille d'ici une petite année. Ça va pas revenir non plus du jour au lendemain, j'y crois pas trop, hein. Je pense qu'on pourrait revenir déjà dans un premier temps aux alentours de 150-160, peut-être d'ici à 6 mois. Mais il faudra encore que les prochains rapports financiers soient bons. Le PR 2024 annoncé 18,10 fois les bénéfices, son rendement annoncé 2,94%. Bon, pas plutôt content de la nouvelle. Je pense que pour tous ceux qui sont rentrés comme moi sur les produits spiritueux, vous êtes contents des infos qui sont sorties. Après, on s'emballe pas non plus, les choses peuvent encore se retourner. Mais en tout cas, on est dans une bonne voie. Pernod Ricard avait pas mal perdu, tout comme Rémi Cointreau, on le verra tout à l'heure. Et donc, il y a sans doute des opportunités de faire des gains intéressants. Pas forcément de rester sur les deux dossiers, ça je vous l'avais dit. Moi, en tout cas, c'est pas mon objectif. Je garderai que Pernod Ricard. Rémi Cointreau, on le verra tout à l'heure, il est déjà à la vente. Maintenant, j'attends juste qu'on atteigne les objectifs que je me suis donnés pour récupérer de la liquidité. Donc Pernod Ricard sur vendredi, moins 1,79%. Donc lié évidemment à l'augmentation de la valeur, puisque lorsque la valeur augmente un petit peu, on le voit sur la semaine, elle a fait plus 2,63 et sur un mois elle a fait plus 5,10. Forcément il y a des prises de bénéfices qui sont prises aussi par les investisseurs surtout, et donc du coup c'est normal qu'ensuite elle rebaisse. Mais ça veut pas dire qu'elle va continuer à baisser, ça veut juste dire qu'il y a une prise de bénéfices qui a été prise dessus, et que maintenant il va falloir remonter un petit peu tranquillement, et vous allez voir quand on va revenir vers le dividende, si les informations sont toujours les mêmes, on devrait, je pense, revenir au-delà de mon PRU. En tout cas, c'est ce que je pense. Actuellement, donc j'ai 20 actions, j'ai un PRU à 141,91, pardon, moins 9,24%. Si on regarde au niveau du graphique, donc on voit une belle petite mèche qui est bien repassée au-dessus de la résistance en pointillé rouge. Malheureusement, on n'a pas encore la bougie qui est passée au-dessus, elle est toujours un petit peu bloquée sous cette petite résistance en pointillé. Mais je pense qu'on va pas tarder à repasser au-dessus, sans doute sur le mois prochain, pour le mois de septembre. Et on devrait avoir aussi une moyenne mobile 20 périodes qui va sans doute se retourner. Pour le moment, la moyenne mobile 20 périodes est plutôt à la baisse, on est à 62,55. Et on a une moyenne mobile 50 périodes à 164,26. Total Energy. Donc Total Energy a subi aussi une petite baisse, mais rien de bien méchant. On a 3,01€ par action en termes de dividendes. On est sur une action 3 étoiles. C'est vraiment une action qu'il faut avoir dans un portefeuille PEA, voire même dans un portefeuille CTO si vous n'habitez pas en France, évidemment que vous n'avez que le CTO, ou si vous n'avez que le CTO et que vous êtes en France. Ce que je trouve un peu moins logique, mais après ça c'est chacun, c'est sa façon de voir son investissement. Malgré tout, ça reste une très très belle action à avoir dans son portefeuille quoi qu'il arrive. Au niveau des dividendes, oui on a une petite baisse, mais comme vous le voyez dans le graphique du bas, on a eu un dividende exceptionnel, c'est la partie jaune, et donc si on regarde ce dividende exceptionnel et qu'on l'enlève, on voit que cette année, le dividende a encore progressé. Alors au niveau de sa marge nette, on est aux alentours de 10%, donc c'est plutôt pas mal. Le PER 2024 est à 6,13 fois les bénéfices, avec un rendement à 5,83%, plutôt très très bon. Et évidemment, toutes les perspectives que Total Energy peut nous amener pour le futur, et notamment tout ce qui va être énergie renouvelable. Donc là, si aujourd'hui le pétrole venait à continuer à baisser, on verra. Il y aura peut-être une opportunité de racheter du Total Energy à moindre prix, à moindre frais. Quantité, donc j'en ai 40, le PRU est à 40,26, je suis en plus-value latente de 54,44%. Au niveau de Total Energy, vendredi, moins 0,83%, sur la semaine, plus 0,32%, sur le mois, plus 0,18%. Au niveau de son graphique, donc vous voyez une mèche qui est venue toucher la moyenne mobile 20 périodes à 58,04.
Et ensuite, on est resté quand même assez stable, hein. Là, on est un petit peu en train de latéraliser par rapport au mois dernier, à 62,19. On a une petite mèche aussi qui est venue tester aussi le support qui va devenir résistant si on reste dans cette situation-là. Pas grand chose à en dire, hein. Donc moyenne mobile 20 périodes 58,04, moyenne mobile 50 périodes à 45,29. Pour le moment, on peut attendre de voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, ça reste un très bon dossier. 60 au-dessus des 60 euros, ça me paraît quand même assez cher. Vous peut-être essayer d'attendre les 50 euros. Là, par rapport à la configuration qu'on peut voir, est-ce qu'on va aller vers les 50 euros? Ça pourrait descendre sur les 50 euros sur une mèche. Mais là, il faut être présent sur le marché. Sachant que j'étais en vacances la semaine dernière, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Là, j'ai ouvert mon portefeuille que hier. J'espère d'ailleurs que vous avez profité de vos vacances et que vous revenez énergique pour ce mois de septembre. Vinci. Donc Vinci 3 étoiles évidemment. Dividende de 4,50 € par action. On a une augmentation du dividende cette année, mais on pourra s'attendre sans doute à une baisse l'année prochaine. Hein. On est quand même monté assez vite là. Plus 12% par rapport à N-1. Je pense pas qu'on tiendra comme ça l'année prochaine, mais on verra bien. Ça reste de toute façon un très bon dossier, même si demain ils perdent les autoroutes. Dans tous les cas, ça reste quand même un très bon dossier. Ils ont la capacité d'investir dans d'autres business et surtout ils anticipent et ils ont une très bonne gestion de leur portefeuille d'actifs. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Le PER 2024 est de 12,4 fois les bénéfices. La marge nette est aux alentours des 8%, on va dire entre 7 et 8. Le rendement est à 4,46%. Très belle action à avoir évidemment dans son portefeuille. En quantité 20 unités, le PRU à 92,72 plus 16,64%. Si on regarde sur la map, on a donc vendredi plus 0,51, sur la semaine plus 2,03, sur le mois plus 1,41%. Au niveau du graphique, on voit qu'on est bien posé sur la moyenne mobile 20 périodes. On a le corps qui est repassé un petit peu au-dessus. On a une petite bougie qui est venue tester un petit support en pointillé vert. Moyenne mobile 20 périodes à 105,51. Moyenne mobile 50 périodes à 89,51. Bon, pour le moment, c'est normal, on va dire. Hein. Ça navigue un petit peu, ça teste un peu les supports. Rien de bien méchant. Pas forcément non plus d'opportunité de reprendre. Là, moi, l'opportunité maintenant, ça sera moyenne mobile 50 périodes. Et éventuellement le support en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. On sera aux alentours des 89, 80, 90. GTT. Donc, au niveau des GTT, on a 3 étoiles. On a un dividende de 4,36 € par action, plus 41% par rapport à N-1. Donc, je pense que ça continuera pas à monter comme ça. Hein. Il y a un moment, ils vont pas pouvoir monter jusqu'au ciel non plus. On a un dividende qui est payé en 2 fois, donc plutôt pas mal. On voit qu'au niveau de ces versements de dividendes, ça se tient pas forcément. Il y a des années où c'est assez fort. Une année sur 3, hein, on a une belle augmentation au-dessus des 4 € et ensuite on descend aux alentours des 2,10. On verra l'année prochaine. Peu importe, ça reste quand même un très bon dossier. On a sur GTT donc un PER 2024 à 15,6 fois les bénéfices. Un rendement 2024 à 5,23% et on annonce pour 2025 un rendement à 6,34%, donc c'est plutôt pas mal. Après, il faudra quand même se méfier quand les rendements commencent à atteindre les 8 à 10%, ça commence à être beaucoup. En marge nette, on a plus de 45% de marge nette, hein, c'est vraiment exceptionnel pour cette société. On voit que tout est vraiment en augmentation, hein, le chiffre d'affaires, les bidas, vraiment tout, c'est propre. Hein. La marge d'exploitation, on a même une marge d'exploitation qui est au-delà des 55%. Ça veut dire qu'il pourrait encore aller gratter un petit peu de la marge nette. C'est plus que correct. Hein. Au niveau de GTT, donc j'ai 15 actions, j'ai un PRU à 126,14, plus 5,57%. Sur la journée de vendredi, on a fait moins 0,60. Sur la semaine, moins 1,91. Sur le mois, moins 2,86.
Vous voyez que je reste quand même en positif. De toute façon, pour le moment, on est aux alentours des... GTT a du mal à passer les 130, on va dire 130, pour faire une fourchette assez large, on va dire 135 à 125 pour le moment. Elle stabilise plus ou moins à ce niveau-là. On va le voir sur le graphique s'il nous le confirme. Vous voyez, là actuellement on est à 133,33. On tape une résistance. On a testé 3 mois d'affilée la résistance. On a beaucoup de mal à la passer. Et c'est normal, hein, on peut pas non plus toujours faire des plus hauts. Surtout que le 440 est un petit peu mou en ce moment. Donc là, on a tapé la résistance, on a la bougie qui redescend avec une mèche qui pourrait, pourquoi pas, venir chercher les 114. Hein. Pourquoi pas, après j'y crois pas trop, mais d'ici à venir à 114, ça peut être intéressant pour en reprendre éventuellement. Sinon, moyenne mobile 20 périodes, 114,32. Et moyenne mobile 50 périodes, 94,16. Score. Alors, au niveau de score, on a 2 étoiles. C'est un dossier que j'aime bien, malgré le fait qu'il soit un petit peu en difficulté aujourd'hui. C'est de la réassurance. Ça verse un dividende intéressant, hein, 1,80 € par action. Donc pour moi qui en ai 100 actions en portefeuille, c'est quand même intéressant. Le rendement est assez fort, puisqu'on a un rendement à 6,84%, pardon. On a un PER 2024 à 6,12 fois les bénéfices. Et on a une marge nette, par contre, qui est à 4%. Bon, il y a un petit peu, c'est un petit peu limite au niveau de la marge nette, mais c'est de la réassurance. Au niveau de son chiffre d'affaires, vous voyez qu'il est un petit peu en augmentation, légèrement, c'est pas non plus très violent, mais tant que ça tient, moi ça me va. Et tout ce qui est réassurance, assurance, de toute façon, on en aura toujours besoin, puisque c'est obligatoire, je vous le rappelle, donc ça fait de score un business qui est plutôt intéressant, si on l'achète assez bas évidemment. Un peu comme AXA aussi, hein, c'est très intéressant aussi, c'est de l'assurance, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'en avoir. Donc quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, vous êtes obligé d'être assuré si vous voulez pas avoir de problème. Alors moi j'ai 100 actions comme je vous ai dit, j'ai un PRU à 17,42, vous voyez qu'on revient dans le positif, hein, alors qu'on était en négatif il y a peut-être un petit mois de ça, plus 8,29%. Actuellement donc score a fait sur la journée de vendredi 0, plus 0,32%. Sur la semaine, moins 1,15%. Sur le mois, plus moins 10,65%. Vous voyez que par contre sur la map, on est rouge total. Hein, il n'y a que sur la journée de vendredi. Mais sinon tout le reste est dans le rouge. Donc c'est vraiment des business qui sont très volatiles. Et il faut vraiment beaucoup de patience pour rentrer dessus. Hein. C'est pas un dossier... où il faut se précipiter pour rentrer, vous avez le temps, attendez les bonnes opportunités, il y en a eu là, hein, quand ils sont passés en dessous de mon PRU, peut-être que parmi vous, il y en a certains qui sont rentrés sur score, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs dans les commentaires. Au niveau du graphique, donc vous voyez qu'on n'a pas encore fait tout le boulot, hein, on pourrait encore revenir, on est tombé en dessous du support donc, qui devient résistance. On a une bougie le mois dernier qui était assez importante. Ce mois-ci, elle a été beaucoup plus petite. On a une mèche, mais la mèche n'est pas venue toucher le support en pointillé vert. Donc on pourrait s'attendre sans doute à revenir tester la résistance. La résistance qui est elle-même baissière, donc on pourrait revenir sur les 18-17 € dans les mois à venir, à moins qu'elle casse cette résistance, puisqu'on voit actuellement une moyenne mobile 20 périodes bien orientée à 24,30 et une moyenne mobile 50 périodes à 21,63. Danone. Au niveau de Danone, donc on a 2 étoiles, une action très peu volatile, qui bouge pas du tout. Vous voyez, hein, dividende de 2,10 € par action, on a quasiment du 2,10 € chaque année. On a très peu de volatilité là-dessus. C'est intéressant dans un portefeuille pour stabiliser un peu lorsqu'il y a des situations, justement comme on a pu connaître là sur cet été, où là ça bougeait énormément. Danone elle bouge très peu, donc elle peut vous permettre de tenir un peu votre portefeuille avec un PER 2024 à 16,2 fois les bénéfices, un rendement de 3,81% et une marge nette aux alentours de 8%. Moi j'ai 30 actions actuellement, j'ai un PRU à 51,92, plus-value latente de 20,95%, et vous voyez que sur la map il y a du vert quasiment partout, hein, à part sur 5 ans, donc vraiment c'est plutôt pas mal, hein. Même si
Évidemment, Danone, elle ne bouge pas énormément, elle fait plutôt du surplace. Ça stabilise un peu le portefeuille. Après, il ne faut pas non plus que ça soit une trop grosse ligne du portefeuille, il faut qu'elle soit équilibrée dans votre portefeuille. Mais quand même, on voit qu'elle est très très peu volatile. Sur la journée de vendredi, plus 0,20, plus 0,58. Sur la semaine, plus 3,15. Sur le mois, plus 6,73. Ouais, depuis 2020, je l'ai en portefeuille. Et de mémoire, je crois que je n'ai pas renforcé ce dossier depuis que j'en ai acheté. Sur le graphique, donc 62,80 actuellement, elle a passé cette résistance assez forte en rouge. Et là actuellement, elle bute contre une petite résistance en pointillé vert. Donc elle devrait, je dis bien, transformer cette résistance qu'elle a passée ce mois-ci en support. Et le mois prochain, on devrait essayer d'attaquer la résistance en pointillé rouge. Si tout va bien évidemment. Mais on peut aussi suivre le support et descendre. D'ailleurs, vous voyez hein, que actuellement, donc on avait bien la résistance en rouge et on avait un support en vert et c'était un biseau, donc ça nous amenait dans ce biseau. Elle pourrait aussi le réintégrer et continuer à travailler dedans. Le fait qu'elle ait cassé le biseau par le haut, c'est plutôt généralement un bon signe, mais on va pas s'enflammer. Air Liquide. Donc Air Liquide est enfin maintenant dans la première moitié de mon tableau, donc c'est-à-dire dans les 9 plus grosses actions de mon portefeuille, et c'est ce que je voulais faire depuis un petit moment. Je vois pas encore d'opportunité pour en racheter, mais peut-être qu'on en aura d'ici la fin de l'année. Sinon, je vous le rappelle, hein, au mois de décembre, on va la passer au nominatif pour profiter dans 2 ans des avantages qu'elle procure. Donc là, actuellement, Air Liquide propose un dividende de 3,20€ par action, plus 8% par rapport à N-1. On voit le dividende qui augmente d'année en année, hein, c'est pas flagrant, c'est pas puissant, mais au moins ça augmente. On ne demande pas trop. Je pense que les perspectives pour Air Liquide sont très bonnes pour les années à venir. Le PER 2024 est à 21,7 fois les bénéfices, avec un rendement à 2,19%, et une marge nette au-delà des 12%, on est presque à 13%. Au niveau d'Air Liquide, donc j'ai 10 actions actuellement, j'ai un PRU à 154,11, plus-value latente de 9,48%, avec un objectif de revenir à un PRU à 132,39. On verra si on y arrive, hein, pourquoi pas, lorsqu'il y aura le crack. Hein. J'ai encore 20 années à investir, donc il devrait y avoir au moins 2 cracks dans mes 20 années d'investissement, je pense. Donc pourquoi pas. Air Liquide donc elle a fait actuellement vendredi moins 0,37%, sur la semaine plus 2,04%, sur le mois plus 0,67%. Au niveau du graphique, on est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes à 152,14. On a une moyenne mobile 50 périodes à 128,21. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça monte bien, vous le voyez vous-même, hein, le graphique il est quand même assez facile à lire, c'est propre, on a eu une grosse baisse en 2009, pardon, on a une grosse baisse en 2009, après pour le reste, on voit que ça a rarement dépassé la moyenne mobile 50 périodes, avec une toute petite mèche, c'est passé en 2016-2017, là si on regarde, même lors du Covid en 2020, on n'a pas traversé la moyenne mobile 50 périodes. Donc évidemment, l'objectif c'est plutôt de rentrer sur les moyennes mobiles, donc moyenne mobile 20 périodes, et puis ensuite éventuellement une moyenne mobile 50 périodes. Si toutefois elle y retourne, mais elle y retournera à un moment ou à un autre. Rémi Cointreau, donc Rémi Cointreau a énormément profité aussi de cette bonne nouvelle au niveau de la Chine. Alors bonne nouvelle, vous entendez à ma voix que je suis content, c'est plutôt positif, en plus je veux sortir du dossier de Rémi Cointreau, je veux garder que Pernod Ricard. Maintenant, est-ce que Rémi Cointreau serait intéressant à garder dans le portefeuille? Oui, si je n'avais pas Pernod Ricard. Là, en l'occurrence, j'ai les deux, donc je ne veux pas m'exposer non plus trop au secteur des spiritueux. Et en plus, on n'oublie pas que pour le moment, la nouvelle est bonne, mais il peut toujours y avoir encore un retournement à un moment ou à un autre. Donc on garde ça en tête. Et donc là, je pense que ça sera le très bon moment pour moi de sortir de Rémi Cointreau, malgré des dividendes intéressants chaque année. Hein. Avec pas mal de
pas mal de dividendes exceptionnels, hein, vous avez pu le voir juste avant. On va revenir en arrière, vous voyez en jaune, hein, toutes les années où ils ont versé des dividendes exceptionnels. Donc c'est arrivé 3 fois sur les 6 dernières années. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Je crois pas que j'ai une autre action de mon portefeuille qui faisait ça. Là, on verra ce que va donner le prochain dividende, puisque avec la situation avec la Chine, ça a dû quand même leur faire mal au portefeuille. Mais ça va remonter, j'en suis sûr, dans les prochains mois, voire l'année en cours. Donc sur Rémi Cointreau, j'ai 20 actions, un PRU à 82,31, moins value latente de 10,34%. Sur la journée de vendredi, plus 0,27, sur la semaine, plus 3,14, sur le mois, plus 1,58. Bon, je vous dis, pas grand chose à redire sur Rémi Cointreau, un dossier intéressant, un prix intéressant à l'heure actuelle. Après, c'est juste une histoire de choix, moi je veux pas garder les deux. Si j'avais eu que Rémi Cointreau, je pense que j'aurais gardé Rémi Cointreau. Le potentiel me paraît plus important peut-être de revalorisation, mais je trouve que Pernod Ricard est plus intéressant et me correspond mieux. Par la diversification de son portefeuille, pardon. Au niveau de Rémi Cointreau, donc on est toujours au-dessus de ce support, hein, le support qui est légèrement haussier. On n'a pas cassé le support, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. On tient, on a des petites mèches qui sont passées en dessous et au-dessus, mais ça me paraît plutôt correct. La seule chose que je voudrais voir bouger un petit peu, c'est la moyenne mobile 20 périodes, qui est à 114,66, et la moyenne mobile 50 périodes, qui est à 140,14. Alors, nous voilà aux questions-réponses. Donc, je remercie encore Jules Audu du 13 qui m'a envoyé un autre petit message par rapport aux dernières questions-réponses qu'on avait vues ensemble la semaine dernière, il y a 15 jours. Alors, pour faire suite à ton précédent message que tu as commenté dans cette vidéo, effectivement, quand ma conviction est ébranlée, quand ça baisse fort, c'est possiblement que je n'avais pas bien fait mes devoirs avant d'acheter la valeur, ou bien que je reconnais une erreur de ma part, ou bien que de nouveaux éléments m'ont fait revoir ma position. Alors après, ça c'est ta façon de voir les choses. Moi je pense pas que tu aies mal fait ton boulot, parce que au vu de comment tu vois les choses, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai pas forcément la même façon de voir les choses que toi sur mes investissements en bourse, pardon. Mais en tout cas, on voit que tu es clair dans ce que tu penses, et ça c'est important. Et donc je ne pense pas que tu fasses mal tes recherches. Sur ça, je te rassure, en tout cas c'est pas l'impression que moi j'ai quand je lis ce que tu me mets, et je trouve plutôt au contraire que tu as l'air d'avoir une démarche plutôt intéressante sur ta façon de voir les choses, et c'est assez rare. Donc c'est pour ça aussi que je souligne tes messages. Être capable d'accepter ses erreurs pour ne pas s'acharner, est important aussi, encore une fois, pour éviter des pertes d'opportunités. Le momentum est aussi important car beaucoup de personnes ont plus d'infos que nous, simples investisseurs, et surtout ils ont les infos avant. Fournisseurs, clients, salariés, gérants de fonds, sans parler des dirigeants. Donc je me méfie de plus en plus des tendances baissières durables qui peuvent annoncer des mauvaises nouvelles inattendues. Sur ça, c'est tout à fait possible, mais je te retourne le message que tu mets. Il est possible aussi que le marché joue avec nous et qu'il nous fasse croire qu'il y a des mauvaises nouvelles à venir, et qu'en fait il n'y en a pas, pour que les gens paniquent un petit peu. La panique c'est toujours intéressant, on sort de ces positions, ça permet aux plus gros peut-être de racheter à moindre frais, et après on dit non, en fait il n'y avait rien, et hop, ça repart. Ça aussi, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi dans les deux sens. Après, pour ce qui est des informations, réellement, je ne crois pas. Alors oui, les gérants de fonds, les dirigeants ont plus d'informations que nous, c'est certain, mais ils n'ont pas non plus toutes les informations. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que tout le monde est un peu... nous, on a moins d'informations, mais on en a quand même beaucoup aujourd'hui. Hein, si on compare au début de la bourse où personne n'avait les infos, aujourd'hui on a quand même beaucoup d'informations. Pas toutes, mais j'ai pas l'impression non plus que les grands gérants de fonds ont toutes les informations. La preuve, c'est que souvent ils sous-performent leurs indices de référence.
Donc s'ils avaient toutes les informations, ils le surperformeraient, ce qui n'est pas le cas. Donc donc je reprends. C'est surtout valable sur les petites valeurs où le marché est moins efficient. Alors les petites valeurs, moi je les évite maintenant. Hein. Vous avez vu mon PA PME. Petite valeur égale vraiment gros piège. Donc je vous conseille même de les éviter. Hein. Moi je vous conseille, et encore, si je peux me permettre de vous conseiller évidemment, c'est de rester quand vous débutez sur le 440 et le SBF 120 au grand maximum. Le reste, oubliez-les. Après, quand j'en arrive là, c'est un aveu d'échec, donc ça ne doit pas rester que ponctuel. Mais on ne peut pas faire que des choix gagnants. Nettoyer de temps en temps le mauvais élève de son portefeuille est une bonne pratique recommandée par les plus grands investisseurs. Encore une fois, voilà, c'est ta façon de voir les choses. Encore une fois, je te le répète, je trouve que tes arguments se tiennent, tu as ta logique, c'est très bien. Moi, je ne le vois plus comme ça. Si on rentre sur des actions 440 ou SBF 120, on a un portefeuille assez diversifié avec une quinzaine d'actions, une vingtaine d'actions comme c'est mon cas aujourd'hui, même si tu as une action qui venait à disparaître, l'impact serait quand même moindre. Et tu n'en es pas sûr qu'elle va disparaître. Donc si tu la sors et qu'elle repart après à la hausse, tu auras perdu une partie de ton investissement. Et surtout, j'en reviens à ce que je vous dis souvent, vous prendrez cette habitude de sortir des actions en moins-value, en les vendant, et à force, vous ne vous rendrez pas compte que vous allez perdre beaucoup plus d'argent que vous n'en gagnez à garder l'action. Après, évidemment, il faut bien faire ses devoirs, il faut bien regarder les fondamentaux, il faut pas être obsédé non plus par les fondamentaux, puisqu'à une époque, parmi vous, il y en avait qui m'avaient reproché de pas regarder les bilans annuels et tout ça, ou trimestriels plutôt, des actions. Ça m'intéresse pas. Moi, j'investis sur long terme. Sur long terme, j'ai pas besoin de les regarder, les bilans trimestriels. Moi, ce que j'ai besoin de regarder, c'est annuel. Est-ce que chaque année tout va bien? Est-ce que ça continue? Est-ce que je crois en cette action, dans cette entreprise? Et jusqu'à présent, vous pouvez voir que mon portefeuille se porte plutôt bien. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas pour moi, cette fonctionnalité, ce fait d'investir comme ça me va. Après, au niveau des grands investisseurs, encore une fois, de qui on parle? Les grands investisseurs, il n'y en a pas tant que ça, réellement. Il y en a beaucoup qui disent, mais ils ne montrent jamais rien. Hein, je vous engage à me mettre dans les commentaires des vidéos d'investisseurs qui vous montrent leur portefeuille, comme je peux vous le montrer pratiquement tous les 2 semaines. Vous le voyez, mon portefeuille, plus ceux qui sont des fois sur mes réseaux sociaux. Ben, des fois, je vous mets mon portefeuille aussi le vendredi quand je fais pas la vidéo. Donc vraiment, moi, je vous montre tout. Je cache rien du tout, vous le voyez. J'en connais pas beaucoup qui font la même chose. Ceux qui disent qu'ils performent, généralement, ils montrent rien. Ils vous le montrent une fois tous les 6 mois, ou une fois par an, quand ça les arrange. Après, au niveau des grands investisseurs, j'en reviens à ça. Pour moi, les grands investisseurs, c'est les Warren Buffett, ce genre de personnes-là. Et s'ils sont devenus des grands investisseurs, c'est pas forcément parce qu'ils ont toutes les connaissances, malgré ce qu'on peut bien vouloir dire. C'est surtout parce qu'ils investissent, ils ont commencé à investir il y a très longtemps, et qu'ils ont gardé leurs actions pendant des années, des décennies. Et c'est comme ça que Warren Buffett est devenu le meilleur investisseur. C'est pas forcément dans sa capacité à acheter qu'il est bon. C'est dans sa capacité à garder ses actions sur du très long terme. Aujourd'hui, quand on parle de Warren Buffett, beaucoup parlent de Coca-Cola. Coca-Cola, aujourd'hui, la valeur dont il a acheté Coca-Cola, elle est inférieure aux dividendes qu'il touche. Donc c'est quand même assez monstrueux. Mais Coca-Cola, il a commencé à l'acheter il y a peut-être 50 ou 60 ans. Et Warren Buffett est très vieux aujourd'hui. Donc c'est ça qui fait aussi la performance de son portefeuille. Est-ce que si aujourd'hui il achetait ses actions comme vous et moi en ayant commencé à 40 ans, est-ce qu'il aurait la même performance? J'en suis pas sûr. Moi, dont je suis convaincu, c'est que les grands investisseurs, en fait, c'est plutôt ceux qui ont la capacité à faire évidemment un bon choix au départ, mais surtout à tenir leur position pendant des décennies pour récupérer les fruits de leur investissement. Voilà, moi c'est ma conviction. Après, n'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, ça nous permettra de rééchanger là-dessus la prochaine fois. Je continue, donc là je sais qu'il plaisante, hein, donc je l'ai mis juste comme ça, mais c'est pour quand même en parler, donc Megani. Alors, vous allez chercher à chaque fois des trucs d'un autre monde, hein. On va pas se le cacher, mais bon, c'est pas grave.
Alors, je vais copier ton portefeuille advienne que pourra. Je pourrais toujours te dire que que c'est un peu de ta faute. Alors, dans tous les cas, ça sera jamais de ma faute, même si vous suivez mon portefeuille. Évidemment que je vous déconseille très fortement de suivre ce que je fais et d'acheter comme je le fais moi. Déjà parce que je communique rarement au moment où je le fais. Peut-être que dans les mois et l'année 2025, je vais peut-être un peu changer ça. On va essayer de modifier un peu la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, la chaîne elle est sympa, vous la regardez, mais elle me rapporte rien du tout. Elle me fait beaucoup travailler. Et il va falloir que j'essaie de trouver des solutions pour essayer d'optimiser un peu plus cette chaîne. Et pourquoi pas vous aider un peu plus vous aussi, de façon personnelle. C'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais dans tous les cas, suivre un portefeuille de quelqu'un et le répliquer bêtement, alors je peux voir ça aussi à la pub, là on voit les pubs de eToro, suivez les meilleurs investisseurs et reproduisez machin, ça c'est la pire des choses à faire, mais vraiment la pire des choses à faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas moi, vous n'êtes pas les investisseurs d'eToro, vous êtes vous, et vous êtes vous avec votre propre personnalité, avec votre façon de voir les choses, avec votre propre capacité à résister à la volatilité. Et ça, c'est propre à chacun. Si vous prenez mon portefeuille, que vous reproduisez, même en reproduisant les mêmes prix, les mêmes actions, lorsqu'il y aura des baisses, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Vous, ça risque de vous impacter lourdement. Et comme vous n'aurez pas construit le portefeuille vous-même, vous n'aurez pas confiance dans les actions et vous risquez de vendre à des mauvais moments. C'est là où est le danger, en fait, de reproduire. C'est quelque chose qui devrait jamais être proposé, ni jamais être fait. On est tous différents les uns des autres. C'est ce qui fait que d'ailleurs la nature humaine est si complexe et intéressante à la fois. Mais justement, cette différence fait que nous ne pouvons pas reproduire les portefeuilles de un tel ou un tel. Vous avez la possibilité de voir aussi les portefeuilles de Warren Buffett, notamment sur des plateformes comme FinChat. Vous avez le tutoriel sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais c'est pareil, vous pouvez éventuellement vous en inspirer, regarder un peu ce qu'il fait. Mais dans tous les cas, vous devez ressentir vous-même votre portefeuille, vous devez le comprendre, vous devez savoir dans quelle action vous investissez pour pouvoir être tranquille justement. C'est justement là toute l'importance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me sens bien avec mon portefeuille, c'est parce que je l'ai créé, j'ai appris comment j'étais comme investisseur, j'ai vraiment fait toutes ces démarches tout seul, et du coup, ça m'a permis de me connaître et de pouvoir maintenant dire, ben, oui, je suis tranquille avec mon portefeuille. Si demain il y a un krach boursier, j'aurai pas de panique particulière. Je vais juste me dire, bon, est-ce que j'ai assez de liquidité pour pouvoir racheter et renforcer mes lignes? C'est tout ce que je me dirais. Alors, pas toutes les lignes, évidemment, mais pour 80% de mon portefeuille, je renforcerai, c'est certain. Et je serais frustré de ne pas avoir de liquidité à mettre dedans. Pourquoi? Parce que je connais mon portefeuille, parce que j'ai confiance en mon portefeuille, j'ai confiance en ce que j'ai fait, et que maintenant je peux dormir tranquillement. Tout simplement. Donc voilà, donc même si je sais que tu rigoles et que tu déconnes un petit peu par rapport à ça, voilà, c'est vraiment quelque chose, je le dis pour les autres qui regardent mes vidéos, surtout ne copiez pas le portefeuille, apprenez à créer votre propre portefeuille, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des doutes, si vous voulez qu'on regarde votre portefeuille, moi je le ferai avec grand plaisir. Et au contraire, c'est l'échange qui m'intéresse. Et j'ai un peu de frustration parfois, même de plus en plus, parce que justement, j'ai l'impression de faire mes vidéos et de pas avoir de retour derrière. Alors vous me laissez des messages, mais je voudrais plus d'échanges entre nous. Alors c'est vrai que lorsque je faisais les lives, ça aidait bien aussi, c'était assez sympa les lives. Donc je pense qu'on va s'y remettre assez rapidement, dès que je vais pouvoir retrouver un petit peu de temps. Et on va essayer de se caler des lives. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pour vous, quel moment serait le mieux. Je pense que beaucoup vont me dire le vendredi soir. Si c'est le vendredi soir, pourquoi pas essayer de se mettre un live tous les vendredis soirs, mais il faudra que tout le monde soit présent. Voilà. Allez, on avance. Évidemment, vous pouvez soutenir ma chaîne. Hein, ça paraît pas très important pour vous, mais pour moi, ça l'est quand même très important. C'est moins d'1 € pour soutenir la chaîne par mois, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. À savoir qu'aujourd'hui, ma chaîne, avec tout le travail que ça me demande, ça me rapporte, si on peut dire rapporter, 20 € par mois. Donc je déconne pas, hein, c'est vraiment 20 € par mois. Donc c'est vraiment peanut. Et sur ces 20 € que je touche, il y a les impôts aussi. Hein. Donc vraiment, des fois c'est un peu rageant quand je vois que la vidéo elle tourne pas ou que
il n'y a pas assez de commentaires, de likes et pas assez d'engagement, ça me frustre. Alors il y en a certaines qui marchent très très bien et ça je vous remercie, mais il y en a d'autres c'est beaucoup plus compliqué et quand c'est le cas et que vous avez tout à gérer en même temps et que vous voyez que ça fonctionne pas, bah, des fois ça donne envie de dire bon ben je vais arrêter, je ferai une vidéo par mois et puis ça suffira. Pourquoi faire autant de vidéos si ça n'intéresse pas? Donc c'est pas toujours facile, mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de partager plus avec vous, j'ai envie que vous soyez plus dans le partage avec moi aussi, et j'aimerais que vous vous impliquiez un peu plus sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter, à me donner des idées. On va essayer de faire des choses un peu plus différentes à partir de septembre. Peut-être pas septembre précisément, mais on va en tout cas là petit à petit. Je vais essayer de voir si je peux faire des collaborations aussi avec d'autres personnes. Il faut que j'envoie des mails. Si vous avez des idées de gens avec qui on pourrait faire une collaboration et faire une vidéo ensemble, voilà, plein de petites choses comme ça. J'ai envie de diversifier un peu plus la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire, à me donner des idées. Je suis preneur. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous hein, qui ont des connaissances, par exemple, sur les miniatures ou des choses comme ça, et qui veulent m'aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en perso, par exemple, sur les différents réseaux sociaux, pour me dire que vous savez faire des belles miniatures, ce genre de choses. Ce sera avec plaisir qu'on pourrait en discuter. Alors, avant de repasser sur le portefeuille et Rubis, dernière petite chose, vous avez vu, hein, ça y est, dans 3 mois, mon portefeuille aura 5 ans. Donc je pourrais enfin éventuellement retirer de la liquidité du portefeuille. Je vous rassure, c'est pas du tout ce que je vais faire, hein, puisque l'objectif c'est 2043, on en est loin. Mais voilà, j'aurai atteint mes 5 ans, c'est un premier palier, donc c'est plutôt pas mal. On fera sans doute une vidéo spéciale pour ces 5 ans. Alors, au niveau de Rubis, donc on a 2 étoiles, on a 1,98€ par action, plus 3% par rapport à une -1. On a une augmentation du dividende d'année en année, hein, c'est l'une des rares actions du CAC 40 et du SBF 120 à le faire. On a Sanofi aussi, la troisième, je ne sais plus laquelle c'est, mais voilà, elle fait quand même partie de ces rares actions qui versent un dividende en augmentation d'année en année, et ça c'est quand même très intéressant, même quand elle était en grosse difficulté. Au niveau donc de Rubis, on a un PER 2024 à 6,30 fois les bénéfices, un rendement à 9,93%, et on a une marge nette aux alentours des 7%. Encore une fois, hein, je vous le répète, Rubis, ce qui m'intéresse vraiment, c'est aussi cette capacité de vouloir aller vers le renouvelable, et c'est le fait qu'elle ait racheté Panosol, qui est une très belle société avec un concept que j'aime beaucoup. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur internet un peu ce qu'ils disent par rapport à Panosol. Mais vraiment, je trouve que Rubis aussi prend une très bonne direction, pourvu que ça dure. Donc sur Rubis, j'ai 50 unités, j'ai un PRU à 22,53, plus-value latente de 29,25%. Au niveau de Rubis, donc on a sur la journée de vendredi, moins 0,34%, sur la semaine, moins 2,82%, sur un mois, plus 0,90%. Bon, elle a pas une grosse performance, une grosse baisse. Elle a déjà baissé pas mal il y a 3 mois, hein, puisqu'on avait du moins 10,07%. Là, elle est en train de repartir un petit peu. Bon, moi, ça me convient. Hein. Pour le moment, je vous dis même, si elle devait revenir vers les 20€, j'en reprendrai, je pense. Je serai à l'achat. Vous voyez que sur le graphique, on est toujours dans le biseau. Elle teste le support avec une mèche. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 23,78, qui est en train de se réorienter pour passer au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes qui est à 24,28. Donc moi je vois bien Rubis casser par le haut le biseau et donc du coup transformer cette résistance en support. Après, s'il y a des choses qui se passent politiquement notamment, ça pourra peut-être rebattre les cartes, mais on verra. Pour le moment, il se passe rien, donc tant mieux pour nous. LVMH, donc LVMH, on attend un petit peu aussi son rebond, hein, puisque là, elle avait bien baissé. On revient quand même à des prix, moi, qui me conviennent, hein, parce qu'on est proche, au-dessus, un tout petit peu au-dessus de mon PRU, on va le vérifier. Bon, malgré tout, c'est un très bon dossier. J'aurais pu en reprendre là quand elle avait bien baissé.
Je ne l'ai pas fait parce que j'ai un manque de liquidité et qu'il faut aussi prévoir toujours une petite poche de liquidité. Et là, je suis un peu trop bas. Donc on va remettre de la liquidité sur le PEA et puis ensuite on va attendre de voir. Peut-être que d'ici à la fin de l'année, je referai des achats, je sais pas, mais en tout cas pour le moment, c'est pas l'objectif est pas tout de suite d'acheter. Ça serait plutôt de vendre, et notamment Rémi Cointreau pour que ça me ramène de la liquidité justement. Au niveau de LVMH, donc on a 13 € par action, plus 8% par rapport à N-1. On voit un dividende qui a baissé en 2019, si je dis pas de bêtises, et puis ensuite en 2018, et ensuite c'est reparti à la hausse, assez rapidement, peut-être un peu trop. Je pense que c'est vraiment typiquement le genre de valeur qui aurait pu verser un dividende de façon régulière en augmentation. Bon, non, eux ils versent le dividende quand ils touchent, ils veulent récompenser les actionnaires, ouais, pourquoi pas. Hein. Après, avec toute la pub qu'il y a eu pendant les jeux, je me dis, toutes les fortunes qui sont venues en France et toutes ces grandes stars et tous ces millionnaires qui sont venus, ils ont quand même dû réussir à vendre 2-3 articles, j'imagine. Donc je me dis que peut-être que ça leur aura fait du bien et que ça va leur permettre de repartir, plus la Chine en plus qui détend un peu la situation avec le luxe. Bon, on se dit que tous les feux sont ouverts, donc pourquoi pas un retour à 750-800 €, pourquoi pas, ce serait pas mal. Alors le PER 2024 est à 19,5 fois les bénéfices, le rendement est de 2,24%, et la marge nette est aux alentours de 20%. J'ai donc deux actions, le PRU est à 683,44. Ah, je croyais qu'elle était repassée au-dessus, mais non, elle est toujours un petit peu en dessous de mon PRU, puisque je suis à moins 1,34%. Sur la journée de vendredi, elle a fait moins 0,46, sur la semaine, moins 0,55, sur un mois, plus 3,36. Bon, voilà, après, hein, ça reste un très bon dossier, très qualitatif, et moi je reste persuadé qu'on ira au-delà des 800 € dans les mois à venir, voire sur 2025. Surtout, comme je vous dis, si avec la Chine ça se confirme. Au niveau de son graphique, donc on avait presque traversé la moyenne mobile 50 périodes qui était à 647,92. Donc là vraiment il y avait une belle opportunité d'achat à ce moment-là. Je me suis posé la question. Et bon, je vous dis le manque de liquidité, puis je voulais pas investir autant sur une seule action, il y en avait d'autres qui m'intéressaient. Donc du coup, je n'ai pas renforcé à ce moment-là, j'attendrai encore, il y aura d'autres opportunités. Là, on voit qu'on a une mèche aussi qui est allée encore un peu plus bas. Et là, on a le corps qui est en train de remonter, il va tester la résistance. Je sais pas s'il passera la résistance du premier coup, donc il est possible qu'elle revienne encore à retester la moyenne mobile 20 périodes. 50 périodes, pardon. Donc il y aura peut-être une deuxième opportunité de rachat, on verra bien. Au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, elle est à 762,04. Donc là, ça va être le ventre mou. Hein. Il faut qu'elle sorte de la moyenne mobile 20 périodes pour reprendre un petit peu d'élan. Sortir de la moyenne mobile 20 périodes, c'est quand même passer au-dessus des 762 €. C'est plutôt pas mal. Kering, bon bah Kering pour le moment, on va mettre le mouchoir dessus, on va rien regarder, on va la laisser comme elle est, on renforcera pas évidemment, on va attendre et puis on va espérer que le nouveau créateur de Kering, et notamment celui qui est embauché pour Gucci, fasse un bon boulot de fond, parce que là il va vraiment falloir faire un travail de fond sur la marque Gucci, et puis après on verra bien, hein. On verra bien. Lorsqu'elle va revenir au-delà des 450, 500 €, j'ose pas trop le dire parce que je me dis ça va être compliqué, mais bon, elle peut y aller. D'ici 2 ans, je pense que d'ici 2 ans, elle devrait y aller. Si dans 2 ans elle n'y est pas encore, bon là, il faudra quand même se poser quelques questions sur le groupe et sur la gestion du groupe, parce qu'on peut pas non plus accepter que Kering reste aussi longtemps en négatif. Là, c'est une société qui est en négatif depuis quand même pas mal d'années. Les 2 étoiles, je sais même plus si elle les mérite aujourd'hui, parce que la gestion est très mauvaise hein, quand même. Le fait d'avoir beaucoup trop le portefeuille investi sur Gucci lui fait énormément de mal. Alors je sais qu'ils sont en train d'essayer de le diversifier un petit peu. Ils essayent d'aller vers les lunettes aussi, donc les lunettes, tout le monde essaie d'y aller. Hein. Il y a sans doute de l'argent à faire là-dedans.
Donc on verra bien si ça apporte quelque chose, mais pour le moment je trouve que c'est assez compliqué. Il faudrait quelques bonnes nouvelles là sur Kering. D'ici la fin de l'année 2024 déjà, ce serait bien d'avoir des nouvelles positives, quelque chose qui commence à bouger un peu de leur côté. Après je reste quand même confiant, hein. C'est pas une société que je pense que je revendrai en négatif, et on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être que je me tromperai, mais je pense pas. Et pourtant vous voyez que la situation est pas bonne. Le PR 2024 est à 14 fois les bénéfices, le rendement est de 3,42%, tant qu'elle peut verser son dividende, et je pense même qu'elle peut continuer à augmenter, puisqu'elle a la trésorerie pour ça, je suis pas trop inquiet. Après, ça fait mal au portefeuille. Voilà, vous voyez, 450 €, ça me conviendrait. 450 €, je pense que je mettrai en vente mes actions Kering, pour sortir de Kering, garder du LVMH, et éventuellement, pourquoi pas prendre une petite action Hermès, hein, ça serait pas mal, du Hermès, je pense que tout le monde en rêve. Hein. J'ai eu l'opportunité à un moment de prendre du Hermès, j'aurais dû, plutôt que d'investir sur Kering, j'aurais dû mettre sur Hermès, hein, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors donc sur Kering, on a donc 5 actions, un PRU à 129,58, moins value d'attente de 39,71%, on est toujours aux alentours des 40% de moins value, hein. On verra quand on commencera à avoir 20%, on commencera un peu plus sourire, je pense. Après, pour ceux qui sont rentrés aujourd'hui sur ce prix-là, on va le voir après, je sais pas si forcément c'est vrai que le potentiel de performance est plus important, c'est sûr, hein, mais je sais pas si vraiment c'est une bonne idée de rentrer sur Kering à l'heure actuelle. J'ai quand même un doute. Donc sur la journée de vendredi, plus 0,25, sur la semaine moins 0,29, sur le mois moins 9,88%, et sur 3 mois moins 19,21. Après pour le reste vous le voyez vous-même, hein. On est sur du rouge, il n'y a que sur 10 ans on a plus 4,78%. C'est pour ça que je vous dis attention, même aujourd'hui avec le prix actuel, bon, on peut quand même se dire qu'on va au moins revenir sur la résistance, hein, une résistance qui est assez raide d'ailleurs. Il va falloir pouvoir la casser, il va lui falloir de l'énergie. Donc peut-être si vous êtes aujourd'hui rentré sur le dossier et que vous voulez la garder à long terme, bah, là il n'y a rien à dire. Et si jamais c'est pour faire une petite plus-value et prendre le moins de risques possible, moi je ne saurais que vous conseiller de sortir aux alentours des 300 € pour être tranquille avec le dossier. Vous aurez fait déjà une belle plus-value, hein. Si vous faites 50 € par action, c'est bien. Au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, on est à 417,69, moyenne mobile 50 périodes, 495,20. L'Oréal. Donc L'Oréal 3 étoiles évidemment, on a un dividende de 6,60 € par action, on a une augmentation du dividende depuis 4 ans, c'est plutôt pas mal. Le marché du cosmétique marche plutôt bien. Ils sont moins impactés, même s'ils sont considérés par le luxe, par la problématique qu'il y avait eu avec la Chine, pardon. Bon, malgré tout, elle a baissé un petit peu. Bon, c'est normal, ils peuvent pas non plus faire que monter, hein. Personne ne fait que monter, il y a toujours des retracements. Là, il y en a eu. Ça a été d'ailleurs pour moi une opportunité de rentrer sur le dossier. Le PRU 2024 est un petit peu élevé, hein, 32,6 fois les bénéfices, avec un rendement à 1,66%. Mais c'est une action que je trouve plutôt intéressante. Peu de concurrents à sa hauteur au niveau de tout ce qui est cosmétique. Donc je suis plutôt pas fan, mais je suis plutôt content d'avoir du L'Oréal et d'avoir acheté une nouvelle action. Après on verra ce qui se passe, hein. Si ça baisse, bah tant pis, on continuera à acheter. C'est une action que j'achèterai, je pense, à chaque fois qu'il y a des opportunités. Aucune raison qu'elle disparaisse dans les 20 prochaines années. Au niveau de la quantité, j'ai 3 actions. Le PRU est à 376,76, plus-value d'attente de 5,26%. Et donc sur vendredi, moins 0,49. Sur la semaine, plus 0,93. Sur le mois, plus 1,10. Au niveau de son graphique, donc vous voyez là qu'elle est presque posée sur le support, mais en fait c'est que le corps qui a... Non, pas le corps, mais la mèche, pardon, je cherchais mon mot, qui a traversé le support. Après pour le reste on est bien au-dessus. On a en objectif la moyenne mobile 20 périodes qui est à 411,85,
à essayer de traverser. Déjà dans un premier temps de la tester et voir de la traverser, pourquoi pas. Et sinon on a une moyenne mobile 50 périodes à 361,01. Schneider Electric. Donc, au niveau de Schneider Electric, j'ai 3 étoiles évidemment, hein, 3,60 € par action. Très très belle action, plus 11% par rapport à N-1. On a une augmentation du dividende d'année en année, donc c'est plutôt très propre sur Schneider. Là en plus elle a fait une grosse poussée ces derniers temps. On verra si ça redescend, elle est bien redescendue, mais elle repart aussi, donc c'est compliqué. Marge nette aux alentours de 12%, le PRU 2024 est à 10 fois les bénéfices. Et on a un rendement 2024 à 2,31%. Au niveau des quantités, donc j'en ai 5, PRU à 149,41, plus-value latente de 53,74%, avec un objectif à la fin, donc dans 20 ans, en espérant avoir un PRU aux alentours de 128,88 sur ce dossier. Pareil, je pense que c'est une action que j'aurai jusqu'à la fin de mon objectif de 2043. Après on verra bien, évidemment, l'objectif c'est pas forcément de ressortir dès que je suis en 2043, de sortir toutes mes actions, c'est pas le but. Hein. C'est plutôt au contraire d'avoir un portefeuille qui est stable, avec de belles sociétés, qui continueront à me verser un dividende, sur lequel je pourrais vivre, ou en tout cas me faire un bon complément de salaire. Et un bon complément de retraite surtout, ou voire une retraite tout court, hein, puisque j'y crois très peu à la retraite. Aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que je me crée un patrimoine. Hein. C'est pour cet objectif-là principal, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, léguer des choses à mes filles pour qu'elles ne soient pas dans ma situation de devoir donner son temps contre de l'argent. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal maintenant à accepter. Alors, sur Schneider, vendredi, moins 0,30%. Sur la semaine, plus 1,49%. Sur le mois, 6,29%. Ensuite, sur le graphique, on peut voir donc qu'elle a fait une belle petite mèche, hein, une belle mèche sur presque touché le support, mais bon, on n'est pas descendu. Le corps, lui, est resté au niveau de la résistance en pointillé rouge, hein, quasiment la verticale. Moyenne mobile 20 périodes qui est à 179,12, moyenne mobile 50 périodes à 145,66. Donc c'est plutôt propre, hein. On n'a pas de signe en tout cas de gros ralentissement sur Schneider, et pour le moment je pense que j'aurai pas d'opportunité de revenir dessus tout de suite. Mais on la garde en portefeuille, et au moment où il y aura l'opportunité, j'espère que j'aurai la liquidité surtout. Nexity. Donc Nexity, toujours en difficulté évidemment, hein. Il va falloir attendre de voir un petit peu ses résultats avec la revente des actifs et les licenciements massifs qu'ils ont eu. Le secteur de l'immobilier est toujours en grosse difficulté, hein, dans tous les cas. Donc là pour le moment on s'attend pas à avoir de dividendes, hein. On va faire une petite croix aussi sur le dividende. Le PR 2024 est à 6,15 fois les bénéfices. Marge nette était aux alentours de 4%, mais je pense que ça sera pas le cas pour le prochain exercice, on verra bien. En tout cas, il n'y a pas de loi, il n'y a rien qui bouge, hein. Vraiment l'immobilier reste un peu statique, et c'est bien compliqué. Alors là je m'en étais pas rendu compte, en fait je me suis trompé là sur le petit encart que je vous ai mis, hein. J'avais mis sur Kering au lieu de mettre sur Nexity, donc autant pour moi. Donc Nexity, on va la chercher ensemble, c'est ici. Donc on est à moins 2,80 sur la journée de vendredi, sur la semaine moins 3,97, sur le mois moins 4,64. Ouais, bon, il n'y a que du moins. Là on a la ligne totalement rouge. Est-ce que je pense que Nexity va disparaître demain? Non. Est-ce que je pense que Nexity va revenir au niveau de mon PRU? Oui. Est-ce que je pense que ça va arriver rapidement? Non. Voilà, pour tout vous dire. Donc pour le moment, hein, on met le mouchoir dessus, un peu comme pour Kering. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai mis du Kering, hein. C'était peut-être un signal. Mais pour le moment, je mets le mouchoir dessus et j'attends. Et j'aurais pu très bien revendre, hein, moins 55,29 hein, par rapport au message qu'on disait tout à l'heure, en moins-value latente. Ça serait évidemment une situation de se dire, je revends et je m'embête pas avec Nexity. Mais je pense que quand même, elle reviendra. Elle reviendra au-dessus de mon PRU à un moment ou à un autre. Et là, à ce moment-là, on sortira du dossier et j'aurai pas fait de vente en moins-value.
Après, encore une fois, c'est vraiment propre à chacun et il n'y a pas de vérité. Il y a votre vérité, vos connaissances et votre façon de voir les choses, c'est votre vérité et c'est celle-là que vous devez garder en tête. Ensuite, sur le graphique, donc on voit que ça pourrait continuer à descendre, on pourrait aller vers les 8 €, elle l'a déjà presque atteint. On va voir, hein. De toute façon là le biseau est descendant, on a une petite résistance en pointillé rouge, un petit support en vert. Dans tous les cas, c'est pas propre du tout, ça le fait pas. Ça ne le fait pas, donc on laisse comme ça. Ubisoft. Donc Ubisoft a sorti son jeu sur Star Wars. A priori, la critique est plutôt bonne. Donc j'ai pas entendu de personnes s'extasier non plus, mais a priori la critique est plutôt bonne. On verra bien, hein. Le PRU 2024 est à 23 fois les bénéfices. Est-ce qu'on va enfin réussir à sortir un peu du marasme avec Ubisoft? Vous le saurez sans doute après les fêtes de Noël, hein, sans doute sur le premier trimestre 2025, où on pourra peut-être profiter d'Ubisoft qui aura remonté un petit peu la pente. Éventuellement pour sortir du dossier, là je pense pas trop qu'on ira quand même à mon PRU, hein. Vous voyez que j'ai un PRU à 29,11, j'ai 50 unités, donc actuellement je suis à moins 40,97%. Mais on pourrait revenir vers les 22, entre 22 et 25 €, déjà je serais déjà content. Après, est-ce que je sortirais du dossier si on revenait à mon PRU? Je sais pas, honnêtement je sais pas, parce que Ubisoft c'est quand même une belle société. Moi c'est pas une belle société au niveau des fondamentaux, mais c'est une société qui est dans le jeu vidéo, il y en a très peu en France. Elle a de très très belles licences, donc je me dis au pire des cas elle pourrait être rachetée par un grand groupe avec une prix d'action plus élevé. Après, ce qui m'embête, c'est qu'elle verse pas de dividendes. Donc vraiment, je pense que le jour où je vais sortir, ça sera déjà d'une qu'on sera revenu au-dessus de mon PRU, ça sera la première situation, évidemment, et de deux, qu'il n'y aura pas de dividendes. Si jamais demain, elle commence à verser un dividende, bah, sans doute que je la garderai, même avec un PRU à 29,11. Parce que vraiment, elle a des très très bons jeux, quoi. Faut vraiment, au niveau de ses jeux, elle a énormément de AAA, elle a des licences que tout le monde connaît. Bon, franchement, c'est presque un gâchis de l'avoir aussi bas. Mais bon, après, c'est aussi à ces dirigeants de bien gérer le business, hein, et ils l'ont mal fait ces dernières années. Comme je vous dis, hein, ils ont l'air d'avoir recentré un petit peu leur business sur leur grosse licence. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a des films qui sont comment on dit, en préparation, donc ça pourrait encore continuer à augmenter la valeur d'Ubisoft, donc on verra bien. On verra bien. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, je sais pas si j'ai rêvé ou pas, mais bon, c'était que pendant mes vacances, là j'étais en Espagne, et je regardais, je scrollais sur YouTube, et je suis tombé sur des vidéos où ils me montraient qu'il allait y avoir les Maîtres de l'Univers, donc Musclor, qui allait sortir en film. Si je vous dis ça, c'est parce que moi, Musclor, c'est toute mon enfance, hein. J'étais un méga fan de Musclor, et donc du coup, ça m'a fait un peu halluciner, parce que tiens, c'est marrant, ils vont sortir un film Musclor. Le dernier film Musclor qui avait été fait avec Dolph Lundgren, pour ceux qui l'ont vu, c'était vraiment un film très 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 moyen, pour ne pas dire pire, hein, et pas dire de gros mots surtout. Et là, ils en refont un, mais qui a l'air un peu plus design. Alors avec les technologies actuelles, forcément, c'est plus sympa. Donc voilà. Bon, c'était une petite parenthèse comme ça, hein. C'était juste petite parenthèse, Madeleine de Proust pour moi. Les Maîtres de l'Univers, ça a été toute mon enfance. Bref, voilà, donc Ubisoft, j'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir. Ensuite, au niveau du graphique, donc on voit, eux malheureusement, ils sont passés en dessous du support. Donc maintenant, on a une résistance au-dessus de leur tête, hein, résistance en pointillé rouge. Il serait bien quand même qu'on repasse au moins cette résistance, même si le support, on n'arrive pas à repasser au-dessus, qui devient résistance. Ça serait quand même une bonne chose, parce que là, on pourrait descendre quand même encore assez bas. Alors peut-être pas aller chercher les 10 €, mais on pourrait aller chercher les 15 €. Au niveau des moyennes mobiles, donc moyenne mobile 20 périodes à 23,55, moyenne mobile 50 périodes à 41,61.
Donc vous voyez que l'écart aussi entre les deux moyennes mobiles avant qu'elles repartent pour se recroiser, ça va pas se faire tout de suite. Mais bon, on a connu des époques comme ça, hein. Si vous regardez l'année, donc c'était quoi? C'était 2010 à 2014, même 2013 parce qu'ils étaient encore en baisse. On voit que les écarts étaient très forts entre les deux moyennes mobiles, et pourtant c'est revenu, ça s'est recroisé, c'est reparti à la hausse. On verra bien. Vous voyez quand même que Ubisoft à une époque elle était à 100 €. 100 €, ça correspond à 2018-2019. On aurait pu penser que c'était, oui, c'était sur plus ou moins après le Covid ou avant le Covid. C'était avant le Covid. Donc il y a quand même un potentiel, hein, il y a un potentiel. Et ne serait-ce que même revenir sur les 30 €, ça paraît quand même assez jouable. On ne demande pas de retourner à 100 €, mais au moins à 30 €, ça serait quand même jouable. Et là, il faut qu'elle fasse un gros travail. Là, il y a un gros travail à faire. Casser une résistance, casser le support qui va devenir résistance, casser la moyenne mobile 20 périodes, et ensuite peut-être qu'on pourra y arriver. FDJ, notre ami de la Française des Jeux. Donc FDJ est un dividende de 1,78 € par action, plus 30% par rapport à N-1. Donc là le dividende augmente d'année en année, c'est plutôt pas mal. Après bon, c'est une action qui est très jeune, donc c'est pour ça qu'elle a que 2 étoiles, hein. On va lui laisser le temps de nous montrer ce qu'elle est capable de faire. On a une marge nette aux alentours de 14-16%, ce qui est plutôt correct. Le PR 2024 est à 17,2 fois les bénéfices, et le rendement 2024 est à 4,83%. Au niveau de FDJ, donc j'ai 20 unités, j'ai un PRU à 35,98, plus-value latente de 2,48%. Si on regarde donc sur la journée de vendredi, plus 0,6, sur la semaine plus 1,37, sur le mois plus 3,89, c'est plutôt pas mal. Après, j'attends vraiment un FDJ aux alentours de 30 € pour renforcer, voire en dessous de 30 €. Ce sera pas avant. On verra si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Dans tous les cas, c'est toujours marrant FDJ, hein, notamment quand je vais chercher mes cigarettes. D'ailleurs, je vais essayer de travailler là-dessus, je vous en parlerai. Hein. Je vais peut-être changer, arrêter de fumer mes cigarettes et de retourner sur une cigarette électronique, pardon. Et donc c'est assez marrant parce qu'à chaque fois que je vais au bureau de tabac près de chez moi, là il y a des gens qui jouent au loto, qui jouent au grattage et tout. À chaque fois je leur dis mais pourquoi vous faites ça là? Vous dépensez votre argent pour rien, allez plutôt sur l'action FDJ, prenez de l'action FDJ, vous serez sûr au moins de gagner au moins sur le dividende de chaque année. Elles me disent ah ouais mais c'est vrai, t'as raison, ah ouais mais je devrais faire ça. Après évidemment ils disent je devrais faire ça mais ils le font jamais. Bon, ben, c'est comme ça, hein, encore une fois. Mais c'est marrant quand même de voir les gens quand on leur dit ça, ils ont une réaction en se disant ah ouais, ah mais oui mais j'avais pas pensé à ça. Et bon, après ils y vont pas dessus. Comme quoi, hein, vous voyez qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Sur FDJ, donc 36,88 actuellement. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça monte tranquillement, on n'est pas... Encore une fois, hein, l'action est très jeune, donc là aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Moi, il faut que ça revienne en dessous des 30 € pour que maintenant j'en reprenne, hein. Sinon je laisserai comme ça la ligne pendant un petit moment je pense. Eramet, donc Eramet a versé un dividende en baisse à 1,50 € par action par rapport à N-1, moins 57%. Il faut dire que l'année n'avait pas été très facile pour Eramet. Malgré tout, elle est quand même partie nous chercher du 112-113 €, hein, ce qui est quand même pas mal. Ce qui m'a permis de sortir avec une belle plus-value et de garder juste 10 actions pour pouvoir toujours l'avoir en portefeuille et pouvoir en reprendre le cas échéant. Le PER 2024 est à 4,76 fois les bénéfices, le rendement 2024 est à 4,87%, la marge nette est aux alentours de 10%. Après c'est un dossier qui est un dossier État comme j'appelle ça, donc c'est-à-dire un dossier dont l'État a une grosse partie dans la société, hein. Je crois que ça doit être au moins 40 ou 45% de la société appartient à l'État. Donc évidemment l'État met son nez dedans, et on sait très bien que quand l'État met son nez dans quelque chose, généralement ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une action que j'aime bien, parce qu'en même temps on est dans la matière première,
Et d'un autre côté, on sait que lorsqu'on arrive aux alentours des 107, 110, 115 grand maximum, il faut sortir du dossier. Et après, vous pouvez revenir quand on revient vers les 60, 70, et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que je vais essayer de voir les choses. On verra si ça marche. Donc là, j'ai des actions maintenant. J'ai un PRU à 61,79, plus 15,07%. Pour le moment, elle ne veut pas revenir vers les 60. Hein. On est encore un petit peu haut. On verra si on y retourne. Mais s'il y a un crack boursier, vous pouvez être certain que c'est le genre d'action qui va descendre très bas. Donc il y aura des opportunités sur ce genre de dossier. Beaucoup plus bas que des sociétés comme Air Liquide, Schneider, et j'en passe. Sur la journée de vendredi, moins 1,25. Sur la semaine, moins 0,64. Sur un mois, moins 6,65%, ou moins 8,65%, pardon. Même avec mes lunettes, je vois rien. Bon, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire à part ça, hein. C'est un dossier qu'il faut attendre qu'il revienne. On va voir sur le graphique. Voilà, là elle est à 71,10. Il faudrait qu'elle casse le support pour aller rechercher aux alentours des 60, ouais, dans ces eaux-là. Et pour le moment, elle n'a pas l'air décidée. Hein. Pour le moment, on a une tendance quand même haussière. Il y a un support qui est bien haussier. On a une moyenne mobile 20 périodes à 78,64. La moyenne mobile 50 périodes, je vois pas. Elle est dessous le chiffre, donc je ne le vois pas là. On voit que quand même, il y avait un écart important entre les deux moyennes mobiles et que ça s'est resserré assez fortement là sur l'année 2024, depuis début 2024. Donc on va rester méfiant et il va peut-être y avoir de nouvelles opportunités. C'est bien de garder aussi en portefeuille des actions que vous avez envie de pouvoir surveiller régulièrement. Typiquement Eramet en fait partie. Je garde 10 actions, je sais que je peux en racheter d'autres quand on sera un peu plus bas, et puis après revendre quand on arrive à 100, 110 et ainsi de suite. Alors après il faudra rechanger un petit peu ces calculs, hein, puisque si elle continue à monter sur ce support, il y a un moment où on ne reviendra plus forcément sur ces 60, mais peut-être sur les 70. Et peut-être que le target du haut sera 120 ou 115, hein, on verra bien. Mais en tout cas, c'est plutôt bien de pouvoir vendre une partie d'une action qu'on trouve moyen, un peu bancale, et d'en garder un tout petit peu. Quand c'est possible, évidemment. Alors, au niveau du tableau des dividendes, il n'y a pas grand chose de neuf, hein, puisque j'ai rien fait du tout sur le mois d'août. Hein. J'ai profité un petit peu, je me suis sorti un petit peu de la bourse aussi, ça m'a fait du bien. Bon, après, ça m'a fait du bien. J'ai fait ma vidéo CTO sur Trade Republic, je sais pas si vous l'avez regardé, mais vous l'avez faite mercredi. Et je suis parti en vacances de mercredi à mercredi, j'étais en Espagne. Donc c'était plutôt agréable, à Valence, pour ceux qui connaissent, très belle ville, hein. Par contre très chaud, très très chaud. Et d'ailleurs je me suis posé la question, eux c'est la canicule tout le temps quoi. On a passé une semaine là-bas, c'était tout le temps, il faisait au plus bas il faisait 27 je crois la nuit. Tout le reste du temps il faisait plus de 30. Donc vraiment c'est... Et eux ils sont pas en canicule, hein, contrairement à nous, hein. Ils gèrent ça, hein. Donc je comprends pas trop pourquoi nous en France, dès qu'on a du 20 au 22 la nuit, ça y est, c'est alerte canicule. Je pense que c'est lié à la première canicule qu'on a subie et au traumatisme qu'il y a eu dans la classe politique. Et aujourd'hui, ils veulent tellement se protéger que ça devient un peu n'importe quoi. D'autant plus qu'on sait très bien que ça va arriver de plus en plus souvent. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, bon, sur le tableau de dividendes, donc vous voyez qu'on attend octobre, hein, pour toucher les dividendes de Total et de Rémi Cointreau. Donc voilà, peut-être que Rémi Cointreau, on en aura déjà 10 de vendus d'ici à octobre, on verra bien, hein, puisque vous allez voir que j'ai mis mes ordres de vente. Pour Total, c'est sûr que non. Donc en principe, je devrais avoir mon dividende au mois d'octobre, on verra. Et sinon, sur le mois d'août, oui, vous avez juste l'achat de L'Oréal, que vous aviez déjà vu, hein, que j'ai laissé. Donc là, vraiment, il n'y a pas de modification sur le tableau de dividendes pour cette semaine. Alors, au niveau du portefeuille, donc la répartition, on est toujours avec
des actions, la plus grosse action, donc Euronext, qui est à 10,30%. Alors, en réalité, elle est en dessous de 10%, puisque là, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas la liquidité. Vous pouvez voir aussi la répartition des secteurs. Alors, c'est en anglais, malheureusement, j'arrive pas à le transformer en français, donc ça c'est dommage. Je vais peut-être chercher un peu plus, peut-être qu'il y a peut-être un moyen de le faire. Mais sinon, vraiment une plateforme très intéressante, hein, FinChat, vous l'avez marqué en bas. N'hésitez pas à aller voir mon tuto sur la plateforme, et même à utiliser la plateforme tout simplement, hein. Vous avez beaucoup d'informations, vous avez les rapports trimestriels, vous avez vraiment tout. Après, bon, il y a une grosse partie qui est en anglais, effectivement. Mais il suffit de faire un copier-coller, d'aller sur un traducteur sur Google, et puis vous pouvez traduire ce qui a marqué. Au niveau de mon tableau, au niveau de mon portefeuille, donc le portefeuille affiche 29 027,85 €, solde en espèces de 256,55. Donc là, je sais que je suis plus à 256,55, je suis à 656,55 puisque j'ai envoyé mes 400 €. Hein. On arrive au début du mois et vous savez que je me paie toujours en premier. Donc j'ai reçu un mail de Bourse Direct me disant que mon virement avait bien été encaissé, en tout cas bien mis sur mon compte. Donc vous verrez ça dans 15 jours. Au niveau de la plus-value latente de mon portefeuille, bah, je reviens dans le vert, hein, puisque je suis à 300,94 €. Vendredi, j'ai perdu 108,35 €. Bon, le 440 a fini en négatif, mais mon portefeuille se tenait pas très bien. Hein. Bon, 108,35 €, c'est un moindre mal, on va dire. En tout cas, je reviens en positif sur les plus-values latentes. Ça fait toujours plaisir, et forcément, mon portefeuille s'en ressent que mieux. Au niveau du portefeuille, ce qu'on peut observer, donc c'est Rémi Cointreau, hein, que j'ai mis à 85 € pour les 10 premières actions à vendre, et ensuite 10 autres actions à 95. Du coup, je me disais peut-être qu'il faudrait que je mette les 20 actions à 95, puisque les nouvelles sont plutôt bonnes. On pourrait s'attendre à ce que Rémi Cointreau reparte à la hausse assez rapidement, en tout cas je le souhaite. Malgré tout, comme je n'ai pas de certitude et que je veux récupérer de la liquidité, je vais laisser à 85. Ça me fera pas gagner grand chose, mais au moins je récupérerai cette liquidité. Et puis on va dire que les 10 prochaines actions Rémi Cointreau qui seront vendues à 95, là, seront plus intéressantes pour moi, et je ferai une plus-value dessus plus intéressante. Et puis peut-être que je serai pas, mes lignes ne seront pas vendues avant le dividende d'octobre, et peut-être que je toucherai le dividende et qu'ensuite elles seront vendues. Et là, ça sera encore mieux. Mais ça, c'est le marché qui décidera. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de mon portefeuille. Ensuite, on va regarder donc l'évolution. Donc ici, donc vous pouvez voir qu'actuellement mon portefeuille il y a une performance de 3,07%. Donc c'est bien, on se rapproche des 7% de l'objectif que j'ai par an. Le 440, donc 1,16%, donc je surperforme largement, hein, le 440. Le SBF 120, n'en parlons pas, puisqu'il est à moins d'1%. Pour le moment, ça va plutôt bien. Le seul que je ne surperforme pas, c'est le 440 GR, mais encore une fois, mon portefeuille ne correspond pas au 440 GR, ni au 440 tout court, puisque j'ai 9 actions du 440 et j'ai 9 actions du SBF 120. Donc pour moi, ce serait plutôt le SBF 120 que je devrais regarder, mais malgré tout, je prends l'indice le plus connu et qui vous parle le plus, hein, c'est-à-dire le 440 normal. Voilà, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Pensez à vous abonner, à liker, à cliquer sur la cloche, les partages. Vraiment, soyez proactifs sur la vidéo, c'est important. Et ça va énormément m'aider, et ça va me remettre aussi un petit coup de boost, parce que c'est pas toujours évident. Donc je compte sur vous.